Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Maurice Yagua, bonjour à toutes et à tous. J'ai oublié de vous demander comment s'est passée la Tabaski en différé chez vous. Très bien, et la Tabaski s'est bien passée hier. C'était hier. C'était hier. Donc ça se remarque aujourd'hui par votre chapeau. Tout à fait. Ça se poursuit même aujourd'hui. Ça se poursuit. Tout à fait. Pendant tout le week-end, on va continuer la fête. Très bien. D'accord. Laurent Roland Tonekes, bonjour. Maurice Yagua, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Laurent Tonekes. Et la Tabaski chez vous, comment ça s'est passé? Je ne suis pas musulman. J'ai été invité par un couple musulman. Je dirais l'une de mes employeurs. J'ai fêté le mercredi, mais après c'est fini. Ah, et le jeudi, le vendredi jusqu'au week-end, je suis pas il y a musulman. plus de Tabaski? Tabaski, ça peut continuer jusqu'au dimanche, mais notamment pour les musulmans. Bon, chacun dans son couloir. D'accord, bien. Je ne dirai pas plus, puisque aujourd'hui je ne suis pas en costume. Donc, je ne veux pas trop parler. Bon, alors, on va y aller. Mais je vais commencer par le Béninois libéré quand même. Le Béninois libéré de ce jour qui nous informe qu'un ministre a donc humilié Koupaki. Un ministre s'oppose à un ordre de talon en humiliant Koupaki. Le problème n'est pas là. Mais quand le journal écrit, voilà pourquoi le président devra entretenir le spectre du troisième mandat s'il veut finir en beauté, alors que le journal parle du syndrome de fin de mandat. Est-ce que vous pensez, Adrien Tchomakou, que c'est à cause du syndrome de fin de mandat qu'un autre ministre peut se permettre de s'opposer à un ordre du président et qu'il faille que le président donc entretienne le spectre du troisième mandat s'il veut finir en beauté? Maurice Yagua, je ne pense pas qu'un ministre humilie un autre. D'abord, je voudrais prendre à témoin l'opinion publique parce que, vous savez, ce que nous faisons ici, nous faisons confiance à nos aînés, à nos confrères. Et quand vous faites des projections, vous donnez lecture de la une des journaux, nous analysons, nous commentons. Vous devez constater que quand vous lisez, par exemple, le journal Les 4 vérités, et ce jour, les autorités compétentes, les autorités qui sont chargées de donner des informations officielles ont donné la voix par rapport à une manchette faite par le Béninois libéré. Tout à fait, qui concerne on donc... remet en cause complètement le fait que... On a trouvé de l'argent chez la PRMP. Plus de 300 millions de francs CFA chez le PRMP, DAF 100 millions et consorts. Nous ici... On peut y revenir ou bien... Bon, allez-y. Levez un coin de voile. Allez-y. Et revenir là-dessus. Et puis bon, pour nous, c'est que nous on fait confiance à nos confrères, à nos aînés, et alors qu'ils nous donnent des informations qui ne sont pas complètement vraies, ça pose un problème. Moi, personnellement, je ne vais pas opiner sur cette affaire d'un ministre qui aurait humilié un autre et qu'on devrait entretenir. Non, en fait, je ne vous demande pas. Votre intervention, elle est pertinente. Je ne sais pas si vous vouliez intervenir. Je pense que les journaux qui écrivent aujourd'hui qu'on n'a pas retrouvé 300 millions chez quelqu'un et qu'on n'a pas retrouvé 100 millions chez quelqu'un d'autre, peut-être ça peut participer de la communication politique pour étouffer ou bien pour peu ou pro, dans une certaine mesure, atténuer les effets d'une affaire. Parce que cette affaire, quand ça a été écrit à la une d'un journal et que ça a été repris, en tout cas relayé par beaucoup de médias, vous avez dû constater qu'un peu partout, ça a créé une sorte de déception. Absolument. Au niveau de tous les Béninois. Absolument. À tous les niveaux. À tous les niveaux, personne n'avait apprécié ce qui s'est passé. En tout cas, l'information qu'on avait eue, personne n'avait. Donc, avec l'effet que ça a jeté des discrédits sur les efforts. Donc, avec l'effet que ça pouvait produire, il est normal que peut-être il y ait une contre-communication, peut-être. Il faut renverser, peut-être. On dit peut-être. Donc, je ne dis pas que c'est tout à fait vrai. Mais ça peut participer d'une communication pour venir atténuer les effets d'une situation. Parce que, vous savez, c'est vrai que depuis que Patrice Talon est là, il y a beaucoup qui ont été en prison pour des faits de malversation. Et donc, mais au niveau de la SBDG, où on nous a amené une compétence étrangère,
et on nous a dit que ça devait régler le problème. Et pourtant, tout le temps, nous constatons des coupures d'énergie chez nous et qu'on en arrive à dire qu'il y a des irrégularités dans cette structure, gérée même pas une compétence expertise étrangère. C'est normal que ça crée une sorte de déception au niveau de tous les Béninois. Et donc, avec l'effet là, ça porte un coup, non seulement ça j'ai du discrédit sur le pouvoir en place, mais dans une certaine mesure, ça porte un coup à la popularité du pouvoir en place. Absolument. Parce que même dans leur camp, dans leur famille politique, il y a des gens, quand vous les écoutez, ils sont suffisamment déçus par rapport à ce qu'ils ont entendu. On ne dit pas que c'est exactement ce qui s'est passé. Et nous, d'ailleurs, même nous ne sommes pas acteurs de la justice, mais on a opiné sur ce qui s'est passé. Même on a dit, c'est vrai que peut-être qu'on peut dire, bon, écoutez, peut-être que Aboubacar Takou et compagnie ont induit peut-être beaucoup de personnes en erreur. Mais tout de gauche, je ne prends pas ça à 100%. Moi, je suis communicateur. Vous savez très bien que, en tant que SDP d'un journal, vous savez très très bien qu'il y a parfois des communications pour atténuer l'effet d'un certain nombre d'effets de situation. Donc, moi, tout de gauche, je ne vais pas tout de gauche en même temps me dédier. Je dis, au-delà de tout, même s'il n'y a pas 300 millions, mais je sais que actuellement, il y a mal donné à bien des niveaux, et vous le savez mieux que quiconque, qu'il y a mauvaise gestion à des besoins. Ce n'est pas nous qui sommes allés dénicher les dossiers de malversation sous Patrice Talon. Ce n'est pas nous qui avons sorti le dossier ANAT. Ce n'est pas nous qui avons sorti les dossiers au niveau de CNCB, SCNCB. Ce n'est pas nous qui avons sorti des dossiers au niveau de SONEB ou je sais quoi. C'est le même pouvoir qui a peut-être diligenté des audits, qui allait constater. Donc, cela suppose que quoi? Quand on dit que la corruption a la peau dure, ça, il faut l'assumer, je l'ai dit, j'assume, moi, Laurent Tonekes, de l'avoir dit, parce que je sais, et ils le savent très bien, qu'au cours de ce régime, Patrice Talon a beau travailler, avoir une bonne vision pour mettre fin à la corruption, mais ça n'a pas changé parce que les cadres n'ont pas changé leur mentalité. Les cadres n'ont pas changé leur mentalité, c'est une réalité, et oui, les journaux écrivent des choses sur lesquelles les analystes doivent opiner. Mais vous êtes conscient que l'on peut communiquer et faire de la contre-communication également, comme le disait Laurent Roland Tonekes. Tout à fait. Et je pense que de façon responsable pour une situation comme ça, la société est à même de faire une sortie médiatique. Oui, pour nous déclarer. Ce n'est pas des gens qui ont été accusés ou du moins intéressés dans cette affaire-là peuvent donc parler. En réalité, je pense quand même que ce n'est pas à la une des journaux qu'on doit faire cette guerre-là. En réalité, ce qui se dit là, ce n'est pas à la presse de relayer une contre-communication ou bien de venir prouver que ce qui avait été dit par d'autres médias, que c'est faux. C'est Zagronik, DG Gérard Zagronik, DG de la SP2E, qui doit monter au créneau, de venir devant la presse à travers une conférence de presse pour dire voilà ce qui s'est passé. On observe une séance radio. Le porte-parole du gouvernement, on ne l'a pas entendu. Et c'est les journaux qui ont repris une autre information pour dire que ce n'est pas réellement ce qui s'est passé. Moi, je suis en droit de croire. Et on n'a pas vu une droit de réponse à la une du quotidien. On n'a pas vu de droit de demander. Parce qu'en réalité, on devait avoir droit. Bon, c'est vrai que ça peut finir par arriver. Mais je pense qu'en l'état, on ne va pas pour autant avoir la trouille pour dire bon, ils nous ont dit une erreur. Non, ils ont fait leur travail, nous avons fait notre travail. Assumons et continuons. Très bien. Pour donc assumer et continuer, je ne parle pas de... On peut afficher le Béninois libéré. Je reviens sur le journal parce que je ne parle pas de manquement du respect au ministre. Mais est-ce que vous comprenez ma logique au moins? Je comprends. En ça dit que... Est-ce que... ce que je voudrais faire ressortir, ça dit que le pouvoir en place, son président est en train d'aller vers la fin d'un mandat. Oui. On constate que peut-être certains ministres pourraient lui tenir tête. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il doit miroiter le spectre du troisième mandat? Non, je crois que Tchomakou n'a pas voulu répondre parce que, oui, qu'on ne le veuille pas, nous sommes tous journalistes, mais nous sommes d'une génération donnée. Je sais qu'il est de la génération d'Aboubacar Takou ou autres. Donc, entre chefs, ils peuvent se comprendre. Moi, je suis peut-être leur bon petit à un moment donné. Mais je vais oser attaquer Takou sur la question. Pour dire, quand un ministre tient tête à Patrice Talon, en réalité, la solution, ce n'est pas de maintenir l'espèce du troisième mandat. Patrice Talon est le maître, capitaine, c'est le capitaine à bord. Il sanctionne le ministre, il le sort de son gouvernement. Donc, toute autre manière ou toute autre solution proposée, c'est du dilatoire pour nous amener à avaler la couleuvre. Et personne n'avalera la couleuvre dans ce pays. Parce qu'en réalité, la Constitution est bien claire. Patrice Talon a un mandat renouvelable une fois. C'est vrai qu'il peut aller par la force. Mais dire que c'est parce qu'un ministre a manqué de respect, ou bien s'est opposé à un ordre de son chef, en humiliant un des bras droits du chef,
qu'il faut dire, c'est pour ça qu'il faut dire qu'il faut maintenir le spectre du troisième mandat, mais quand même c'est trop facile. Patrice Talon prend sa responsabilité, il décharge le ministre, il le poursuit d'ailleurs même pour les petits dossiers peut-être qu'il a là, quand personne ne sait. Et c'est à lui maintenant de l'humilier. Comment on peut dire que parce que quelqu'un à qui tu as donné à manger vient s'opposer à ta décision? Parce qu'il a donné à manger à ce ministre-là. Il a promis, peut-être que c'est un ministre qui est là depuis 7 ans, qui mange, qui boit bien, qui vit sur la coule douce. Et maintenant, 7 ans après, il va lui tenir tête et il ne peut pas le sanctionner. Et c'est la solution qu'on nous propose maintenant, c'est de dire qu'il faut maintenir l'espèce de troisième mandat. Non, s'il veut aller au troisième mandat, qu'ils disent clairement qu'il veut aller au troisième mandat et que les Béninois soient situés une fois pour de bon. Qu'on ne fasse pas des jeux de couloir ou des jeux de communication pour nous dire que non, bon écoutez, le peuple a accepté, le peuple nous a encore appelé, on a répondu à l'appel du peuple. On sait comment ça se passe. Et les journalistes doivent faire l'effort de ne pas tomber dans ce piège. Parce que quand ça commence après, on dira c'est la presse. D'abord, on va brandir les unes là, à un moment donné pour dire, mais c'est les journalistes aussi qu'à un moment donné qui ont commencé à faire cette affaire-là. Je crois que c'est un faux problème. Talon, si quelqu'un s'oppose, un ministre s'oppose à sa décision, qu'il sanctionne la personne purement et simplement, et que si quelqu'un humilie, Koupaki est tout puissant au palais, et lui aussi peut prendre il peut parler à son chef pour que le ministre soit déchargé. C'est tout simple. Allez, à la une du quotidien, Diogbenou, une forte délégation, on nous informe que Diogbenou a une forte délégation UPR chez ABT au siège du BR hier. Et puis le journal s'interroge, que cuisinent ces deux hommes, Adrien Tchimako? Non, en fait, il faut dire que c'est 2026 qui se prépare. C'est 2026 qui se prépare. C'est 2026 qui est en train de faire courir Diogbenou et ABT, parce que, écoutez, si ABT n'accepte pas, Diogbenou ne va pas aller le voir. Donc, quand il y a la demande, il y a de part et d'autre les deux partis qui s'entendent, les deux acteurs politiques, deux délégations qui, de temps en temps, de façon périodique, nous constatons que ces deux partis se retrouvent, c'est-à-dire les deux responsables de ces partis échangent de façon quotidienne pour mieux peaufiner la stratégie gagnante de 2026. Je pense qu'ils sont dans leur rôle parce que ce ne serait pas facile 2026 qui est déjà à nos portes. Et au même moment que nous constatons que ces deux partis politiques sont en train de mûrir leurs réflexions, leurs stratégies, on voit aussi de l'autre côté ceux de l'opposition qui changent de fusil d'épaule. J'ai suivi au Nord le week-end passé, il me semble que c'est plus précisément à Kérou, où les démocrates, Éric Rondeté, qui est président du parti Les Démocrates, a profité d'une occasion pour faire une déclaration un peu forte, je dirais. C'est quand même, c'est pour dire que la période s'y prête correctement. UPR et BR qui se retrouvent de façon quotidienne, ça veut dire beaucoup de choses. L'alliage est là et on pense quand même que de ces deux combinaisons, peut-être ils vont désigner un seul candidat. Tout est possible, comme ils peuvent toujours aller à 2 ou à 3. Une chose est claire, Patrice Talon est finissant en 2026 en matière de gestion, je dirais, en tant que père de la nation, Patrice Talon va déposer le tablier. Donc, il faut quand même que ça se prépare correctement. Ce n'est pas ce qui se passe actuellement, où c'est seulement le nom de X ou Y qui est agité. Il faut quand même bien mûrir la stratégie. Moi, je l'ai toujours dit, c'est des ballons d'essai pour voir si ça va prendre. Mais bon, ça peut ne pas l'être. Ça prend un peu déjà. Et vous constatez mieux que moi que ça prend tant bien au niveau de la mouvance qu'au niveau de l'opposition. Donc je pense quand même que ce sont des actions politiques, c'est 2026 qui fait courir les uns les autres. Et puis bon, le peuple béninois est là pour les départager. Une chose est claire aujourd'hui, il y aura plus de fraude, tout serait c'est à yeux ouverts que tout va se passer. Et je pense quand même que
notre avenir politique est dans nos mains. Moi, je ne comprends. Ce que je ne comprends pas, Adrien Tchoumakou, Oui. vous dites qu'il n'y aura plus de fraude. Il y avait eu de fraude quand? Est-ce qu'il n'y a jamais eu de Non. fraude? Je n'ai pas dit Le qu'il n'y dit, aura c'est pas. ça que vous reconnaissez qu'il y a eu de fraude par le passé. Non, vous n'avez pas suivi Non, ce c'est que pourquoi. Vous n'avez pas suivi Je mon lui ai posé français. la question. Vous n'avez dit- jamais vu qu'il y a eu fraude électorale au Bénin? Non, ce n'est pas à moi de poser la question. Dans votre phrase, vous avez dit que Il n'y aura plus de fraude. il n'y aura plus de fraude et que tout va se passer de façon claire, d'ouvrir les yeux, tout ça. Il y avait eu de fraude quand? Est-ce qu'au temps de Kérékou, les gens ne dénonçaient pas de fraude? Oui, on Non, a non. assisté En fait, On a toujours dit à qu'il y a quelqu'un fraude. qui a dit qu'il y a eu mascarade, il y a eu fraude, je refuse, je conteste, Ouais. je proteste. Pourtant, Donc c'est à ça que vous faites c'est allusion. à ça que je suis en train de faire Ah, ok, référence. d'accord. D'accord, c'est ça dit que vous êtes allé dans le passé, C'est ça. Passé En fait, lointain. passé lointain, quand nous faisons une analyse, Hmm. il faut faire recours au passé recours au passé, lointain. Pas au passé proche. Qu'est-ce que vous appelez passé proche? Ça dépend de celui qui fait l'analyse sur le commentaire. Donc, je pense quand même qu'il n'y aura pas de fraude. Hmm. Donc, ce sont les efforts du terrain qui vont Qui vont payer. payer. Bon, Merci, Laurent, Laurent, prêtez le Laurent, Non, Laurent, je pense que quand on voit Diogbenou chez ABT chez Diogbenou, et après une délégation avec chez Diogbenou encore. je ne vous ai pas posé de question, attendez. Oui. Est-ce qu'une fusion ABT, Mais j'en viens. je dis ABT, est-ce qu'une fusion UPR-BR est possible? C'est possible. Et en l'état, les signaux Parce que que les nous- tractations... Non, en l'état, c'est possible. Et en l'état, les signaux que nous voyons peuvent traduire une éventuelle fusion d'ici quelques temps. Pourquoi? Parce que vous avez vu ABT chez Diogbenou chez ABT, et puis après une fois délégation chez Diogbenou maintenant pour discuter. De quoi discute-t-il? Parce que nous savons que pour le moment, même si c'est pour partager les postes de l'Assemblée nationale, c'est là-bas que ça se décide avec un certain Vlavonou, mettre en chef là-bas, Absolument. président de l'Assemblée nationale. Absolument. Maintenant, s'ils se voient comme ça, et n'oubliez pas, il y a des choses qui ne trompent pas. Les deux formations politiques étaient en Chine pour aller suivre, en tout cas, pour être formé par le Parti communiste chinois, qui est parti unique en réalité en Chine. Ok. Nous ne l'oublions pas. Ok. Et donc, quand on voit ces deux formations politiques qui soutiennent le chef de l'État, et sachant que le fait d'aller aux élections en rang dispersé peut-être a contribué à affaiblir un peu le pouvoir en place, il est peut-être normal pour eux maintenant d'arriver à s'entendre et de mettre en place une formation unique. Parce que sinon, ils ont réussi à avaler déjà le PRD, et si le Mouel Bénin résiste, je crois qu'ils vont résister un peu, ils finiront par rentrer dans les rangs. Je crois que, en l'état, ce qu'ils font maintenant, ça montre les signes de ce que, d'ici là, peut-être, il y aura une fusion entre les deux formations politiques pour en faire un bloc solide. Parce que 2026, ça va se jouer sur les détails. Et quand le BR va positionner des candidats, et que l'UPR va positionner, l'UP et le renouveau va positionner des candidats, il se peut qu'à un moment donné, des candidats refusent de s'aligner derrière les choix de leur chef. D'accord. Donc, parce qu'on voit que, en fait, c'est la fin du mandat du pouvoir en place. Et de passer salon. C'est l'occasion pour certains C'est de pousser des ailes, pousser des et ailes, de oui. commencer par s'imposer sur l'échiquier national. Mais quand on va réussir à les mettre ensemble, vous voyez, à les soumettre, ils seront tous obligés de s'aligner. de s'aligner. Parce que quelqu'un qui ne s'alignera pas facilement peut détecter la personne D'accord. dans une certaine mesure. Donc je crois que ce qui se passe là, il ne serait pas surpris de voir d'ici là qu'on vous dise clairement qu'il y a une formation unie. Parce qu'en fait, la vision de la réforme du système partisan, c'était bien ça. C'était d'avoir au plus deux ou trois partis. Et la volonté du chef de l'État, c'était ça. C'était d'avoir un seul bloc au départ. Voilà, non, oui, en fait, d'avoir au plus de trois partis, c'est-à-dire une partie minoritaire, majoritaire, peut-être un parti neutre qui sera le troisième larron dans une certaine mesure. Mais face aux réalités, face aux difficultés du terrain, des difficultés politiques sur le terrain, il s'est rendu compte qu'il faut peut-être aller avec deux formations politiques, faire l'expérience. Et quelqu'un qui était l'un des gros bonnets du bloc républicain, on n'a pas été surpris de constater qu'il a viré à 380, 360 degrés vers l'UPR, l'UP, le renouveau, pardon. Donc, c'était qui ça? mais suivez mon regard. Et aujourd'hui, avec tous les discours de suscitation, par-ci, par-là, d'appel à gauche, à droite, on peut être tenté de dire, les gens là montrent un chemin, ils veulent aller quelque part. Et c'est pour ça que les opposants ne doivent pas dormir. C'est vrai qu'à leur niveau, une fusion va être un peu difficile parce que il faut savoir avec qui se mettre pour ne pas avoir des taupes dans son rang. Donc, le Parti des démocrates, par exemple, qui se retrouve être en bonne position aujourd'hui, ferait mieux de travailler à renforcer sa base
à beaucoup plus convaincre les Béninois à travers les actes, pas par les émotions, mais à travers des actes concrets, à travers des actions concrètes qui rassurent les Béninois. Et là, ça va les renforcer. Et aussi longtemps, quand les autres vont finir par peut-être faire, si entre-temps, ils en arrivaient à s'entendre pour faire une fusion, pour avoir un parti unique qui soutienne les actions du pouvoir, c'est-à-dire que dans une certaine mesure, ce serait peut-être une formation phare de l'opposition contre la formation du pouvoir en place. Donc l'un dans l'autre, ce qui se cuisine, c'est assez grand. Et j'estime que quand vous regardez, je l'ai toujours dit, les résultats de 2019, 2020, 2021 et 2023, avec le nombre de suffrages obtenus par chaque formation politique, je vous ai dit que ça va chaque fois décrescendo plutôt que d'aller crescendo. Ouais. Et donc, ils ont intérêt peut-être aujourd'hui à se renforcer en se mettant ensemble pour espérer avoir, parce que vous savez, les politiciens sont assez intelligents. Ils joueront sur les détails. En 2026, ils vous diront UPR, BR, en 2023, c'est tel nombre de suffrages. Et que, vous savez, c'est possible de faire un calcul mécanique, d'ailleurs même un calcul arithmétique, c'est ce qu'ils font souvent en politique, pour dire qu'ils sont en position pour gagner. Et sachant que le pouvoir en place contrôle la Sénat, contrôle la Cour constitutionnelle, c'est que, dans une certaine mesure, c'est vite aller. Et c'est pour ça que les autres doivent pouvoir trouver des voies et moyens pour contourner, pour leur rendre la vie un peu difficile. Même s'ils n'ont peut-être pas plus tard les moyens de remporter, mais au moins qu'on sente qu'ils sont là, dans certaines mesures. Maintenant, parlant de... Qui font un marquage à la culotte. Parlant de il n'y aura plus de fraude, oui, espérons qu'il n'y ait plus de fraude pour les élections. C'est tout souhait, parce qu'on n'a jamais aimé qu'il y ait fraude au cours des élections. Maintenant, fraude, tous les dieux sait combien de fois il y a de fraude dans ce pays. Même si on veut remonter dans le passé lointain, dans un passé récent, quand même, on a eu où des députés ont reconnu avoir fait tant, ou des cadres ont reconnu avoir signé des documents. On a eu les audios. Les vidéos également. Mais personne n'a inquiété qui que ce soit dans ce pays. Oui, je voudrais préciser quelque chose, et ça c'est personnel à ma personne. Quand Laurent disait tout à l'heure que le pouvoir en place a en main la Sénat, la Cour constitutionnelle, je pense que... Il a dit qu'ils ont en main certaines grandes institutions. Moi, je pense que ce sont des institutions qui sont autonomes et nous devons leur faire confiance. Je ne veux pas aller dans les détails. Ce que je voudrais souligner, ce qui me paraît un peu aussi... C'est aux institutions de montrer qu'elles sont autonomes. Mais le constat qui est fait aujourd'hui, c'est les institutions qui sont contrôlées par... Appelons chat. Les institutions sont contrôlées par le pouvoir en place. C'est aux responsables, aux membres de ces institutions, de montrer maintenant qu'ils sont autonomes et sont indépendants. Nous devons nous poser la question de savoir à quel jeu joue Joseph Djogbenou et Abité, Abdoulaye Biotchane. Parce qu'il faut que je vous l'explique. Le problème qui est là, c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas du folklore? Est-ce que ce n'est pas poser des actions pour faire plaire au chef de l'État? Puisque la volonté... Pour plaire au chef de l'État, oui. Pour plaire au chef de l'État. Puisque la volonté du chef de l'État, c'est d'avoir un bloc unique. Maintenant, si le rêve devenait réalité, est-ce que qui sera président? Tout le problème va partir de là. Abdoulaye Biotchane va-t-il accepter, laisser le poste de président à quelqu'un d'autre? Ou bien c'est Djogbenou qui va accepter, laisser un Charles Toko, par exemple, prendre les rênes de ce parti, de cette formation politique? Je pense qu'il y a matière à réflexion. Parce que, écoutez, beaucoup de choses se disent, où on nous dit, par exemple, que si éventuellement le bloc unique parvenait à se réaliser, c'est que c'est celui qui prendrait les rênes de ce bloc unique qui sera candidat à la magistrature suprême. Donc, écoutez, tout le monde le dit que Djogbenou, par exemple, est candidat pour la présidentielle de 2026. C'est vous qui le dites, pas tout le monde. Abdoulaye Biotchane est déjà frappé par la hache. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que ce serait une opportunité pour Djogbenou d'avoir la même mise sur ces deux partis politiques, ou bien Djogbenou aussi va s'éclipser pour qu'on retrouve quelqu'un d'autre, il peut être député, il peut être peut-être un jeune
est-ce qu'un jeune sera promu chef de ce parti politique? C'est la grosse interrogation. Donc je pense quand même que ces deux formations politiques n'ont même pas intérêt pour qu'ils se mettent ensemble. C'est vrai, ils ont suivi une formation en Chine avec le Parti communiste du Bénin. Chinois. Et le Parti communiste chinois. Et l'idéal, c'est d'avoir un seul bloc. Mais est-ce que ce serait une réalité? Si il n'y a pas deux candidats pour la présidentielle, bien sûr, pour la mouvance, est-ce que l'argent va beaucoup circuler? En fait, deux candidats pour les deux formations politiques en 2026, c'est un risque que le pouvoir en place prendrait. Parce qu'au second tour, s'il arrivait que l'UPR, le renouveau n'avait pas la majorité, ne gagnait pas KO au premier tour, il se peut que le BR, qui en réalité se dit toujours marginalisé par l'Union progressiste le renouveau, s'aligne derrière un autre candidat. C'est tout. Ou soit, si par exemple, regardez le cas de figure, UPR premier, BR deuxième, démocrate troisième. C'était tout simple. Il se peut que banalement, le candidat du BR passe. Parce que les démocrates peuvent s'aligner facilement derrière le bloc républicain. Et c'est en fait ça qu'ils veulent éviter. Parce qu'ils ont tout intérêt à éviter ça. Parce que s'ils font l'erreur, celui qui sera deuxième, et si jamais l'opposition se retrouvait troisième, a de fortes chances d'être président au détriment du choix qui serait bizarrement le choix des gouvernants actuels, le candidat certainement du parti Union progressiste le renouveau. Donc, l'un dans l'autre, en fait, ils ne dorment pas aussi, ils réfléchissent. Parce qu'ils savent que tous les cas de figure sont possibles en 2026. Et quand ils vont faire l'erreur, ça va leur tomber dessus et ils seront tous surpris. Donc, je crois, et puis moi je dis, ce n'est pas un hasard que de voir que les deux formations politiques qui soutiennent le chef de l'État se retrouvent en Chine pour aller suivre comment est-ce que le Parti communiste chinois a été constitué, comment ça fonctionne. Ça veut dire quoi? En réalité, on les met tous autour d'une table pour voir comment ça fonctionne et donc comment ils doivent faire. C'est ça. Peut-être que je le dis comme ça, je n'ai pas été avec eux. Mais quand ils reviennent et qu'on voit déjà ce balai-là, aller-retour, je me dis, oui, préparons-nous peut-être à voir que d'ici là, qu'ils vont se mettre ensemble, parce qu'ils savent que le risque, c'est le risque qui les attend. Le risque, il ne faudrait pas prendre le risque en 2026 en présentant un candidat pour l'UPR, parce que l'UPR a déjà, pardon, je dis tout chaque fois que l'UPR, le renouveau, a 53 députés. Les autres ont leur 28. Et avec les 28 là, ils ont la possibilité de parrainer un candidat. Donc, le bloc républicain peut en l'état se lever demain matin, en 2025, pour dire que oui, nous aussi, on aura nos candidats. Et quand ils seront deuxièmes, et que les démocrates, ne voulant pas assurer une certaine continuité à 100%, peuvent s'aller. On a pu voir avec Zissou, Lionel Zissou, des gens qui, on a pu voir, qui pouvaient banalement aller vers Zissou, sont allés vers Patrice Talon. Moi, je voudrais. Très bien. On va finir avec ce sujet. On va passer à autre chose parce qu'il est 8h40. Adrien Tchemankou, il faut qu'on passe à autre chose. Merci. Donc, on va parler maintenant de ce recours contre la désignation des membres de l'Assemblée nationale. Les 7 sages disent non aux députés de l'opposition. Adrien Tchemankou. Oui. Vous savez, quand vous... Est-ce qu'on pouvait s'attendre à un oui? Pourquoi pas? C'est le droit qui a été dit. Et vous savez, quand vous analysez, quand vous lisez d'abord... Est-ce que les loups se mangent entre eux? Pas du tout, et ce n'est pas une raison que de ne pas servir la vérité au peuple béninois. Moi, je ne pose que les questions. Lorsque vous lisez la décision, est-ce que, au plan juridique, la décision est soutenue? Ah oui, c'est ça. Donc, c'est pour dire que, pour moi, c'est le droit qui a été dit. Et on se réfère au texte et on continue. Je pense quand même que rien n'est encore grave, mais l'idéal, c'est que les partis, le parti, les démocrates, qui est de l'opposition, doit savoir, c'est de mettre désormais en tête que quand nous prenons par exemple la Cour constitutionnelle, ce n'est pas des gens de la mouvance qui sont là, c'est une équipe qui est là et qui doit rendre des décisions justes et crédibles. C'est ça. Que les gens ne disent pas que parce qu'un représentant du parti Les Démocrates ne fait pas partie, ne figure pas des membres, des conseillers, je veux dire, de cette Cour
qu'on va continuer à étiqueter cette cour à ci, à ça. Non. Même quand je prends la Sénat, c'est ce que je disais tout à l'heure, que les gens sachent que c'est une équipe qui est là et que la Sénat est autonome. Les institutions de la République, ces deux institutions, c'est-à-dire la Sénat et la Cour constitutionnelle, sont autonomes. Faisons-leur confiance, laissons-leur travailler. Et puis, bon, au soir de leur mandat, nous allons tirer les conclusions. Très bien. Je pense quand même qu'on peut toujours leur faire confiance. Moi, je pense qu'on a affaire à une situation de juge et partie. Vous saisissez une cour qui doit statuer sur la situation d'un membre de cette même cour. Il ne fallait pas attendre mieux que cette décision. Pas du tout. Si vous prenez la décision rendue sur le dossier de Dandi Yamou, lisez la décision, le bas. Qui sont ceux qui sont signataires? Dandi Yamou n'est pas signataire. Première des choses, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un recours contre quelqu'un qui est est-ce que c'est les membres de la Cour constitutionnelle sortis qui sont signataires? Ce sont les membres de l'équipe qui est là. Mais c'est ce qu'il dit. Vous le dites quoi, c'est finalement? pas ça. Premièrement, Dandi Yamou a été suspendu de façon provisoire. Si vous étiez à leur place, si vous étiez à leur place, vous alliez donc sortir Dandi Yamou de la Cour constitutionnelle et valider la décision. Donnez raison aux opposants. Non, écoutez, ce n'est pas donner raison à l'opposition ou à la mouvance qui est le problème. Adrien Tchouankou. Est-ce que le droit a été dit? Adrien Tchouankou. Est-ce que Dandi Yamou a participé à cette décision? Qu'elle non. Participe ou pas? Puisque quand vous lisez la décision, il y a 6 signataires, c'est-à-dire 5 conseillers et la signature aussi du président. Adrien Tchouankou. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à une autre décision? Moi, c'est la question que je pose. Ça dépend du recours. Adrien Tchouankou, que Dandi Yamou participe à cette plénière qui a statué sur son cas ou pas, c'est un faux problème que vous soulevez. Je dis et j'insiste là-dessus, on est dans une situation de juge et partie. Et d'ailleurs, même quand ils vont donner raison, quand ils vont donner suite favorable à cette décision et sortir Dandi Yamou de l'équipe là, à qui le tour? On sait comment ça fonctionne. Attendez, laissez-moi finir. Quand vous laissez parler, permettez-moi de finir ce que dit Damour. Dans notre pays, est-ce que vous savez qu'il y a des magistrats qui sont en prison? Alors, si la faute est établie, ce pourquoi la Cour a été saisie par rapport à Dandi Yamou, ce n'est pas établi? Non, rien n'est établi. Quand on dit que le CAMES lui a retiré son grade de professeur titulaire... Qu'est-ce que ça a à voir avec comment vous pouvez dire ça? Quelqu'un qui doit c'est une situation qui a mené à cette décision. D'abord, vous avez lu la décision, écoutez, il y a 2 options. Non seulement c'était irrecevable, je ne dis pas que c'est irrecevable, ils ont étudié ça. De fond en comble. Moi, je vous dis, ils ont constaté simplement, pour connaître, ça ne répond en rien. Pour connaître les contentieux, liés à une cour nouvellement installée, je pense qu'il faut peut-être parfois réfléchir pour voir au niveau de la Constitution ou bien comment installer une juridiction provisoire. Absolument. Et trancher. Comment installer une juridiction provisoire? Attendez, c'est ça. Vous êtes en train de demander une révision de la Constitution comme ça? J'ai dit, est-ce qu'on va parler de révision? Écoutez, constitutionnellement, ça ne répond pas. Je dis, il faut trouver une provisoire. Est-ce qu'il demandait une révision de la Constitution? Est-ce qu'il y a péril en la matière? On peut demander à que... Vous êtes en train d'amener les acteurs politiques sur un autre terrain. On peut demander, on peut confier. En tout cas, il faut y penser. On peut confier ces contentieux. On peut confier ces contentieux-là. Vous êtes pour la révision de la Constitution? Il faut y penser, j'ai dit. Si vous êtes en mission pour faire la publicité de la révision de la Constitution, faites-le. Mais ne m'attribuez pas ça. Parce que ce que je dis là, on peut confier ce contentieux-là à la Haute Cour de justice, par exemple, pour statuer sur ce dossier. Parce que vous savez, vous saisissez une cour qui vient d'être installée. Et ceux que vous attaquez au niveau de cette cour, c'est les mêmes personnes qui devront rendre cette décision. Et c'est pourquoi je dis, nous sommes dans une situation de juger parti. Les gens ne feront rien d'autre que de se soutenir. Parce que c'est une équipe. Qui va lâcher qui? Si on lâche l'autre, à qui le tour? Parce que le jour où ils vont faire l'erreur peut-être de lâcher Dandi Yamou, quelqu'un d'autre finira par vous trouver encore un dossier pour un membre de la cour. Et ça va continuer comme ça. Une fois que ça a commencé, ça doit finir. Et donc, je ne dis pas que oui, tout de gauche, je veux que Dandi Yamou quitte la Cour constitutionnelle, mais dans une certaine mesure, on sait qu'ils ont intérêt à se soutenir, à ne pas livrer la dame.
Parce que livrer la dame, c'est que c'est affaiblir leur équipe. Absolument. C'est laisser des failles. C'est laisser des failles. Oui. À tout moment. Voilà. Et je pense que, je dis, il faut trouver le moyen de confier les contentieux liés à une institution régulière, nouvellement installée. Ces contentieux doivent, liés à ces membres envoyés au niveau de cette juridiction-là, que ce soit une autre juridiction qui s'en occupe. Pas la même. Moi, je ne suis pas contre ce que pas vous dites, pas la même juridiction. Mais on regarde les tests aujourd'hui, c'est tel que ça doit se dérouler, que ça s'est passé. Si, maintenant, oui, nous aussi, on est d'accord. On est d'accord avec vous. Si ça devrait se passer, pour éviter, on va réviser la Constitution. Je dis à Dieu Tchomankou, pour éviter ce genre de débat que nous faisons là, il va falloir confier donc ces genres de contentieux à une autre cour comme la Cour suprême pour trancher dans ces conditions. Pas de problème. Voilà, c'est des propositions que nous faisons. On ne peut pas maintenant, agir comme ça. Si c'est réviser la Constitution, je dis si c'est réviser la Constitution qui vous arrange, réviser. Pour pouvoir mettre ce que vous voulez dedans. Oui, parce que on va passer à autre chose. Il y a une petite information qui semble aller vers cette proposition. Non, il n'y a pas d'autres mesures. Ça vous excite en réalité. Il n'y a pas d'autre mesure que de réviser la Constitution pour avoir ce que nous souhaitons. Monsieur, est-ce que vous-même, vous ne voyez pas que votre proposition est pertinente? Réviser. Vous avez une très belle proposition. Réviser. La proposition est pertinente. Tellement je souhaite. Quand je dis juridiction provisoire, est-ce qu'on a besoin d'aller vers la Cour? Le président de la République est le président de la comment vous appelez du juge suprême. De la magistrature. Oui. Donc, on ne peut pas décrire. Il va prendre un acte. On dira que c'est de la dictature. Non, comment et quand il va prendre un acte, j'ai dit juridiction provisoire. Patrice Talon est en train de violer la Constitution. De quoi vous parlez? C'est ce que vous voulez. De quoi parler? On sait qu'ils savent très bien que quand ils veulent se satisfaire sur des points donnés, ils savent comment prendre des décrets. Et donc je dis, si on le dit, non? J'ai dit juridiction provisoire. J'ai pas dit juridiction définitive. Dans notre Constitution, il n'y a pas de juridiction provisoire. Bon. On finit rapidement en une minute par la marche verte à Cotonou, l'Église catholique donc qui est contre les déchets plastiques. Oui, c'est bon de marcher et de faire le footing, de courir pour dire que oui, on ne veut pas des déchets plastiques, mais en réalité, on propose quoi? On propose quoi? Parce qu'on sait que quand c'est l'Église catholique qui organise une marche verte, c'est que cette Église bénéficie d'abord largement de communication gratuite et que tout le monde en parle. Mais vous proposez quoi de façon concrète? Moi, je pense que l'Église catholique doit chaque fois, c'est que dans toutes les églises catholiques là, quand ils vont terminer leur homélie qu'on sort, qu'on prenne 5 à 10 minutes et sensibiliser les gens. C'est ça. Qu'on sensibilise les gens. C'est mieux que de prendre toute une journée pour marcher à travers Cotonou et dire on est en train de préserver l'environnement. Vous préservez quel environnement en marchant? On n'a pas vu Boni Yahi marcher contre la corruption dans ce pays. Ils sont en train de se refaire leur santé en marchant. Écoutez, je pense quand même qu'ils doivent mûrir leurs réflexions parce que marche verte, ce n'est pas ça qui résout le problème. Ils demandent au gouvernement de faire quoi, par exemple? Pourquoi ne pas proposer au gouvernement? C'est vrai, aujourd'hui, nous avons une société qui s'occupe de la gestion des ordures. Mais est-ce que le gouvernement ne peut pas ou bien demander aux ONG de mettre à plusieurs endroits des plastiques, des poubelles pour pouvoir recueillir ces déchets dedans? Très bien. Merci Adrien. Je pense que pour la lutte contre l'utilisation des sachets, ce n'est pas une marche qui va régler le problème. L'Église catholique prend des mesures au niveau de toutes les paroisses. Plus de sachets sur les paroisses, ça commence par là. D'accord. Plus de sachets. Sur les paroisses, ça commence par là. Plus de déchets plastiques. Parce que ce qu'ils font là, ils vont marcher, ils vont se faire, vous l'avez utilisé l'expression, ils vont se faire une bonne santé en marchant. Mais au fond, il y a les lobbies qui continueront à importer de sachets plastiques au Bénin. Malheureusement. Donc, une fois que ce n'est pas réglé à ce niveau, il faut que ce soit un changement de comportement au niveau des églises. Parce que je connais des écoles où vous ne pouvez pas rentrer dans l'école avec un sachet. Ce n'est pas possible. Et donc, il faut que l'Église catholique prenne des décisions pour dire, à partir de telle date, on ne veut plus voir de sachets, celles qui viennent vendre
avec des sachets seront purement et simplement renvoyés hors de l'église. Très bien. Ne venez plus à l'église avec des sachets. Même les pure water là, ne vendez plus. Ça commence par là. Il ferait mieux de ne pas aller marcher. Écoutez, si vous avez la chance d'aller à l'église catholique, mais vous voyez les personnes de troisième âge qui ont dans un ou des sachets de l'argent et au moment où on doit donner les quêtes ou faire un geste au prêtre, même vous rapprochez du panier, vous voyez de l'argent qu'on a déposé dans le panier qui permet de collecter l'argent là. Il y a, c'est-à-dire des gens attachent leurs sous dans des sachets. Bon, moi j'ai vu. Tu sais, moi je viens à l'église catholique. Moi, je ne suis pas évangélique comme vous, et c'est la vérité. Ce n'est pas parce que l'église catholique ne fait pas bien que je ne vais pas le dire. Non, mais je suis communié. Qui a dit le contraire? Je suis communié. D'accord. Et je sais de quoi je te parle. Donc, merci. On commence d'abord à l'intérieur, au sein de l'église catholique. Vous comprenez? En donnant la quête, lui, il va voir ce qu'il y a dans le panier. Chaque fois. Qu'est-ce que vous préparez? Je vois le billet. Parce qu'on reste voir les gens. Mais vous allez regarder dans le panier. Les yeux pour voir, non? C'est tout le qui m'a donné les yeux. Pourquoi vous cherchez à regarder dans le panier? Pourquoi il m'a regardé? Pour voir comment la moisson a été. Vous voyez? Je fais partie des tout derniers qui vont déposer. D'accord. Pour pouvoir voir si la moisson est bonne. Si la moisson est bonne, comment la collecte a été. Tu trouves des sachets dedans. Tout commence par là d'abord. Donc, le job peut aller faire une marche. Marcel, est-ce que vous écoutez Adrien Tchebakou qui a encore sorti un autre numéro ce matin? Bon, chaque jour, il nous sort un numéro. Hein. Bon, écoutez, nous avons perdu un artiste. Est-ce que vous le savez? Vous connaissez Gberman Omende? Bon, je ne suis pas... C'est un artiste traditionnel, il fait du rythme d'Agonli, il a de Agonli cover, je pense que c'est lui à l'écran. Et il a été annoncé déjà mort il y a 1 an, en 2022 ils ont annoncé sa mort, et puis il a fait 51 ans de carrière en 2021. Oui. Voilà. Ok, c'est le monsieur qui avait été tué déjà sur les réseaux sociaux. Oui, c'est lui qui a chanté qui s'est retrouvé, il est allé chez la femme d'autrui et on l'a mis dans Guizem. Dans Guizem, c'est lui qui a je pense quand même que je voulais quand même qu'on lui rende un hommage avant de continuer cette émission. Voilà, paix à l'âme de l'artiste, c'est une valeur donc, qui nous a quittés, c'est une valeur. Et que la terre lui soit légère. On salue tous les fils d'Agonli, toutes les familles concernées. Nous leur présentons notre condoléance. Salut l'artiste. Un artiste ne meurt jamais.